Bienvenue à cette nouvelle édition du TVC Info en date du 18 mai 2023. Nos invités cette semaine, Linda Gagnon de l'Observatoire du développement de l'Outaouais, Joël Bello de la Ligue de basketball Les Tigres, Luc Depelto, propriétaire de la compagnie Équipement Essentiel à Tursault, Jacques Courville, gestionnaire de projet pour l'événement 432 Hz. Bonne écoute! Bonjour Linda. Bonjour Zoé. Donc, je t'ai invitée aujourd'hui pour que tu puisses nous parler d'une étude qui a été faite à l'Observatoire de développement de l'Outaouais pour lequel tu travailles et tu es chercheuse pour eux. C'est bien ça. L'ODO, en fait, est affilié à l'Université du Québec en Outaouais. Est un centre de recherche qui est dédié à notre région, l'Outaouais. Oui. Donc, ma première question pour toi, c'est, en fait, comment la situation socio-économique a évolué depuis 2016 avec l'influence de la pandémie? Sur le plan démographique, on a observé 3 constats vraiment importants. En fait, la première chose, c'est que avec la pandémie, la région de l'Outaouais est une région qui était connue pour avoir une croissance démographique parmi les plus élevées au Québec pendant plusieurs années. Mais avec la pandémie, la croissance démographique a beaucoup ralenti. En fait, on est passé en 2018, le taux d'accroissement annuel qui est mesuré sur 1000 habitants était de 12 pour 1000 habitants, puis on est tombé à 7,4 en 2020. OK. Mais au niveau de la croissance démographique, il y a quand même deux éléments importants à préciser. C'est que la croissance démographique, elle s'est manifestée différemment selon les territoires. Pardon. C'est-à-dire que il y a eu un exode urbain important qui a été entraîné par le télétravail. Ce qui a fait en sorte qu'il y a une partie importante de la population urbaine qui a décidé de profiter de la situation pour aller s'installer dans les secteurs plus ruraux ou en périphérie de la ville. Donc, les MRC rurales ont beaucoup gagné pendant la pandémie. C'est-à-dire que la migration interne, il y a eu un grand mouvement de la ville vers les MRC rurales, tandis que que la ville de Gatineau, elle, a perdu beaucoup de monde au profit des MRC rurales. Par contre, la ville de Gatineau a reçu beaucoup de résidents de l'Ontario qui étaient attirés par les logements plus abordables du côté du Québec. Donc, il y a eu finalement un renversement des flux migratoires parce que historiquement, les Gatineau perdaient des résidents au profit de l'Ontario. Donc, ça s'est inversé. OK. Mais il y a beaucoup de résidents de Gatineau qui sont partis vers les MRC rurales. On a observé également un vieillissement de la population qui s'accélère. Ça, évidemment, c'est pas lié à la pandémie, mais ça a un impact important sur le marché du travail parce qu'en fait, notre étude s'est beaucoup intéressée aux impacts de la pandémie sur le marché du travail. Tout le monde le sait, on vit un enjeu de main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité, dans tous les territoires. Et puis, le vieillissement de la population, finalement, accentue ce problème-là. Parce que la région de l'Outaouais, encore là, est une des régions au Québec parmi les plus jeunes, avec le nord du Québec et avec la région de Montréal. Mais donc, sur le plan régional, la population vieillit quand même de manière importante. Selon les projections de l'Institut de la statistique du Québec, d'ici 2036,
il y a 24% de la population qui va avoir 65 ans et plus. OK. Donc, ça veut dire qu'on aura de moins en moins de personnes en âge de travailler pour subvenir aux besoins des plus jeunes et des plus vieux. Mais ce phénomène-là de vieillissement de la population est encore plus important dans les MRC rurales. Parce que en ce moment, dans les MRC rurales, il y a déjà à peu près le quart de la population qui a 65 ans et plus. Puis, plus particulièrement sur la ville de Gatineau, comme quels ont été comme les effets comme de la pandémie autres que démographiques, si on veut? Oui, à Gatineau, en fait, le télétravail a eu un impact énorme parce qu'on sait qu'une bonne partie des résidents de Gatineau travaillent pour la fonction publique fédérale. Oui. Donc, en particulier, le centre-ville a énormément souffert. Donc, le centre-ville, tout le monde le sait, mais le centre-ville a été déserté par ses travailleurs. Donc, les commerces du centre-ville ont beaucoup souffert, les restaurants. Et puis, le télétravail, c'est quand même là une situation qui est là pour durer. Évidemment, en ce moment, les fonctionnaires sont supposés revenir à raison d'à peu près 2 jours par semaine. En fait, il y aura ce qu'on appelait la normale. Finalement, on se rend compte que la pandémie a changé la donne, a changé les choses pour de bon. Donc, il faut se réinventer, il faut trouver d'autres façons de faire vivre le centre-ville parce que depuis toujours, on dépendait de la fonction publique fédérale et puis il y a eu beaucoup d'efforts de diversification économique dans les dernières années pour essayer justement d'aller chercher, de faire vivre d'autres secteurs économiques pour se détacher un petit peu de cette dépendance-là. Mais ce qui est arrivé avec la pandémie, avec le fait que dans beaucoup de secteurs économiques, les emplois étaient très précaires, il y a eu avec les confinements, les restrictions sanitaires, toutes les mesures, il y a beaucoup de personnes dans les secteurs qui ont été très, très fragilisés, comme le secteur du commerce, de la restauration, de l'hébergement, qui ont finalement délaissé ce secteur-là pour aller vers la fonction publique, pour aller chercher un emploi plus stable. Ça fait en sorte que finalement, la pandémie nous a éloignés encore plus de notre objectif de diversification économique. Donc, Puis on constate que c'est pas seulement au centre-ville, par exemple, qu'il y a eu des fermetures de restaurants et tout ça, car juste comme dans certains secteurs, comme mettons Buckingham, Masson-Angers, il y a, si on veut, certains endroits ils sont plus autant, il y a plus autant de personnes qui vont aller magasiner ou aller dans les restaurants depuis la pandémie. Puis donc, il y a des restaurants ou autres qui ont fermé depuis ce temps-là. Oui, en fait, nous, on a, dans le cadre de notre étude, on a fait une tournée des territoires, puis on est allé à la rencontre des gens sur le terrain pour recueillir leurs témoignages, pour savoir comment ils avaient, quels enjeux ils avaient vécu pendant la pandémie. Il y a aussi quand même eu certaines opportunités qui ont été créées, des retombées positives, mais on voulait savoir comment les gens avaient vécu, comment les gens avaient surmonté la crise. Puis ce qu'on a constaté, c'est que chez les entrepreneurs, les petites entreprises, ça a été extrêmement difficile parce que ces gens-là ont été obligés de se réinventer maintes et maintes fois
pour essayer de justement s'adapter à toutes les mesures qui changeaient à tout bout de champ. Et puis, avec l'enjeu de la main-d'œuvre, donc, c'était difficile de garder leurs employés. Et puis, une fois que le plus gros de la pandémie a été passé, puis que les choses commençaient à revenir un petit peu, que les gens pouvaient retourner magasiner, retourner au restaurant, les gens avaient le goût de sortir, mais les entreprises manquaient de personnel pour répondre à la demande. Oui. Donc, au moment où il y avait le plus besoin d'aller chercher ces revenus-là, de profiter de cette demande-là qui augmentait, ben ils étaient contraints de réduire leurs heures d'ouverture ou de travailler avec un personnel réduit parce qu'il manquait. Donc, pour les entreprises, ça a été extrêmement difficile. Puis ensuite est arrivé tous les problèmes, l'inflation, le contexte économique qui est difficile. Donc, les entrepreneurs sont, les gens qu'on a rencontrés, beaucoup étaient épuisés, essoufflés, et puis c'est ça, on l'a observé à la grandeur de la région. Donc, comme tu dis, effectivement, ça a été difficile pour les commerces et les services un peu partout. Je te remercie beaucoup, Linda, pour toutes ces informations-là. C'est super intéressant de voir un peu, là, de faire un bilan de ces années là que la pandémie a quand même changé beaucoup de choses. Certains pour le mieux, d'autres quand même qui étaient assez difficiles, surtout au niveau de l'entrepreneuriat. Oui, mais je te dirais en conclusion que, en tout cas, je pense qu'il faut quand même terminer sur une note positive parce Oui. que les gens, la pandémie a forcé les gens, les entrepreneurs, les employeurs à se réinventer, à repenser leur modèle d'affaires, à repenser leur approche par rapport aux employés. Donc, il y a des choses positives qui vont ressortir de tout ça, mais effectivement, ça a été une période difficile. Oui, ben, il va y avoir des nouvelles sources. C'est dans les périodes difficiles, souvent, c'est une nouvelle source d'innovation aussi. Exactement, exactement. Merci, Linda. Ça me fait plaisir. Bonjour, Monsieur Boileau. Bonjour. Je vous ai invité aujourd'hui puisque vous avez une nouvelle à nous annoncer. Vous êtes entraîneur et coordonnateur au basketball pour les Tigres à Gatineau. Et vous avez une bonne nouvelle à annoncer pour les gens de l'Est de Gatineau. Oui, mais en fait, je suis coordonnateur du programme de basketball à l'école Orbidance Gamelin, dans le secteur Buckingham. Puis, nous avons démarré un nouvel organisme non lucratif pour aller chercher les jeunes du niveau primaire dans le secteur Est. OK. Depuis plusieurs années, il y a eu un gros développement là, au niveau du mini-basketball dans les secteurs Gatineau, Hull et Elmer, mais le secteur Est tardait là, vraiment à se développer. Donc, cette année, en collaboration avec l'Association de basketball de Gatineau, nous avons là, démarré un nouveau programme pour toucher les enfants du primaire dans le secteur Est. OK. Ouais. Donc là c'était comme un petit début. Là, on a essayé ça rapidement pour voir s'il y avait un besoin cette année. Oui. On a commencé ça en mars dernier. Puis on s'est rendu compte qu'après une semaine et demie d'inscription, nous avons dû cesser les inscriptions et refuser des jeunes. Là. Donc, on a vu qu'il y a vraiment une belle demande. Donc, on va se structurer pour démarrer dès septembre prochain vraiment un beau programme mini-basket, ce qui va nous permettre de développer les jeunes de la 3e à 6e année au primaire pour le secteur, tout le secteur là, Angers, Masson, Buckingham et Petite-Nation.
puis par la suite de continuer avec ceux qui vont bien le vouloir au secondaire. Donc, ça va nous permettre vraiment de prendre en charge les jeunes du primaire, puis les amener jusqu'à la fin de leur secondaire, puis espérer en placer quelques-uns au niveau collégial par la suite. OK. Puis ce programme-là, en fait, s'adresse comme à quelle école au primaire pour le moment? En fait, vraiment, n'importe quel élève du secteur là, Buckingham, Petite Mhm. Nation, vraiment tout ce qui est l'est de Gatineau, là, Oui. on rend vraiment ça accessible à tous les enfants là, de troisième à sixième année. OK. Puis comment est-ce qu'ils peuvent participer à cette petite ligue de basketball? Oui, ben en fait, cette année, nous avions fait parvenir là, des invitations dans Mhm. les différentes écoles. Là, mais ça s'est joué très, très rapidement. Donc, là, nous avons près de 50 jeunes là, présentement qui jouent. Oui. Donc, eux vont avoir une invitation pour septembre prochain, évidemment. Et par Mhm. la suite, nous allons encore faire parvenir un courriel à tous les enfants de toutes les écoles primaires de notre OK. secteur, du secteur Est. Donc, OK. les parents, là, pendant le mois d'août prochain, les parents vont recevoir l'information. Ils vont pouvoir inscrire les enfants intéressés là, à notre programme. Puis les enfants qui participent à ce programme-là, en fait, c'est quel genre de programme? C'est des cours? Est-ce qu'ils participent à des petites compétitions? Comment ça se passe? Oui, mais en fait, pour l'instant, on est vraiment, étant donné qu'on a démarré ça très rapidement, Mhm. c'est vraiment pour initier les enfants au sport, au basketball. Donc, c'est dirigé entre autres par moi et par Éric Saint-Saëns, qui est aussi un entraîneur au secondaire au niveau des Tigres. Mhm. Puis, avec ça, nous impliquons aussi nos athlètes, nos étudiants athlètes du secondaire. Certains viennent aussi nous donner un petit coup de main. En même temps, OK. ça nous permet de préparer, de former les futurs entraîneurs. Mhm. Puis, on est vraiment, vraiment axé sur le jeu, le plaisir de jouer et le développement des habiletés. À partir de septembre prochain, il va y avoir des entraînements structurés où on va généralement continuer à être dans le jeu puis le développement des habiletés. Mais à toutes les 3 ou 4 séances, on va avoir des petits matchs intramuraux là, entre nous. Nous sommes déjà en pourparlers là, avec d'autres associations pour pouvoir aussi faire des échanges puis aller jouer contre les autres Mhm. secteurs à l'occasion là, de manière amicale. OK. Puis pour le futur, quel plan vous avez? Ben, le souhait, c'est vraiment de prendre en charge les enfants dès le primaire, Mhm. puis de les diriger vers le secondaire, d'avoir une belle structure sportive au niveau du secondaire, puis de les amener jusqu'à la fin du secondaire. Dans le fond, OK. on veut vraiment permettre aux jeunes, à travers le sport, de se réaliser, de créer un sentiment d'appartenance pour leur école et d'aller chercher là, la motivation scolaire, baisser le niveau de décrochage scolaire et tout ça. Là. C'est vraiment je pense que c'est Mhm. vraiment un beau projet social qui est en train de se développer. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Boileau, pour toutes ces informations-là. Puis ben, je vous souhaite tout un succès là, pour le nouveau programme. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Bonjour, Monsieur De Pelto. Bonjour. Je vous ai invité aujourd'hui car vous êtes une nouvelle entreprise depuis 2022 à Tursault qui s'appelle Équipement Essentiel. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu pour commencer là, en quoi consiste votre entreprise? Dans le fond, on spécialise beaucoup dans les tracteurs et tout ce qui est agricole, un peu de construction. Euh, Puis on commence aussi à travailler un peu dans le forestier, donc les applications forestiers pour fendre du bois, transporter du bois, peu importe. Donc, vraiment des équipements un peu qui couvrent un peu tous les domaines. Euh, Puis on commence tranquillement pour entrer dans le motosport aussi en même temps. Puis quand je dis motosport, on va avoir des side-by-side, comme on dit, des côte à côte. Et puis bientôt, très bientôt en fait, on est fiers, on va recevoir des bateaux Patton. On va être des bâtons, puis on va être dealer Mercury en même temps. OK. Puis,
jusqu'à maintenant, là, quelle réalisation dont vous êtes le plus fier? Le plus fier? Le plus fier, c'est j'ai une couple de petites affaires. C'est sûr qu'on est parti de rien ici. Il y a moi-même et puis j'ai en fait mon père qui travaille avec moi ici aussi. Donc, on a vraiment commencé de rien, puis on a vraiment été capable de monter quelque chose de très bien, dont les résultats parlent pour eux-mêmes. Notre première année en affaires, on était le plus gros nouveau concessionnaire TYM au Canada. OK. Et puis, cette année 2023, année à date, ça fait juste un peu plus qu'un an qu'on est à faire. Puis, on est le plus gros concessionnaire TYM en volume de vente au Canada. OK. Donc, c'est quelque chose d'être très fier. Nous avons aussi la marque Bobcat. On est dans les top 3 au Canada pour Bobcat aussi. Donc, on est très, très fiers de cet accomplissement. Puis, pour le futur, quels sont vos plans? Nos plans dans le futur, c'est simple, c'est continuer à progresser, continuer à essayer d'offrir plus de marchandises le plus possible. Dans notre futur, pas si long terme, on veut agrandir, dans le fond, pogner un terrain et puis construire une concession flambant neuve. Une nouvelle bâtisse, une nouvelle place pour accueillir les clients avec plus d'espace pour offrir plus de produits. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations-là, puis je vous souhaite tout le succès pour votre nouvelle entreprise. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Courville. Bonjour. Je vous ai invité aujourd'hui car vous êtes le gestionnaire de projet pour l'événement 432 Hertz. C'est bien ça. Vous êtes en fait à la recherche de jeunes artistes. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu là, en fait, pour quel organisme vous êtes à la recherche de jeunes artistes et m'expliquer en quoi consiste l'événement 432 Hertz? Ben, dans le fond, l'événement 432 Hertz est organisé par Trace Art Visuel, en collaboration avec moi, bien sûr, des partenaires comme le Carrefour Jeunesse Emploi Papineau, la Table de développement social de la Lièvre, Danse Académie, le Café des artistes, on a la municipalité de l'Ange Gardien, Carrefour culturel Estacade aussi qui s'est joint. On a Action Emploi Papineau, Culture et Communication au Québec. Donc, ça fait comme beaucoup de monde dans le fond, qui s'est joint pour la cause. À travers Trace Art Visuel, qui a pour but de faire rayonner les arts visuels et multidisciplinaires là, dans la région. Donc, à qui ça s'adresse, en fait? L'événement 432, là, c'est vraiment pour les jeunes âgés entre 15 à 29 ans qui sont en besoin d'inclusion sociale, qui aimeraient ça pouvoir participer autant à la création de l'événement ou à la performance sur scène tout au long de la journée, pour vraiment créer une programmation d'art visuel, d'art de la scène, tout accompagné d'une musique à 432 Hz. OK. Puis quand on parle de jeunes qui ont besoin, si on veut, d'être inclus socialement, c'est quoi les critères? Ben, en gros, tu sais, ça peut être autant des jeunes arrivants, quelqu'un qui a, mettons, soit eu des problèmes de santé mentale, ça peut être des jeunes justement qui ont besoin. C'est vraiment parce que c'est délicat à dire comme ça sans mettre l'accent puis sans non plus que les gens aient une fausse interprétation de qu'est-ce qu'est l'inclusion sociale. On peut quand même facilement retrouver la définition, là, si on va faire une petite recherche, là, juste pour éviter de mettre l'accent là-dessus, puis que les gens qui s'inscrivent, ils aient peut-être peur parce qu'ils sentent que, OK, ben moi, je suis un exclu de la société. Fait que dans le fond, c'est juste les jeunes entre 15 à 29 ans qui ont envie de participer, qui ont des aptitudes, soit à la création, ça peut être à la technique de son, ça peut être, dans le fond, au chant, à la musique, la danse. Non, fait que c'est ça, c'est vraiment là, d'inclure les jeunes là, qui sont en situation, soit qui ont eu des petits problèmes, qui sont en réorientation, pour en faire Carrefour Jeunesse Emploi, ou ça peut être d'autres jeunes, justement,
ont vraiment un besoin d'inclusion sociale, comme des gens qui ont des nouvelles arrivants. Ça peut être des jeunes, des gens qui ont un handicap physique mais tu sais, ça n'empêche pas qu'à travers l'art, on peut créer puis se réunir, se rassembler et se faire valoir aussi. Quelle est la raison pour laquelle que vous avez nommé l'événement 432 Hz? Parce que dans le fond, le 432 Hz, c'est une fréquence vibratoire qui aide à atténuer le stress, l'anxiété, favorise le développement, dans le fond, qui fait baisser le taux de cortisol, qui est une hormone qui est associée au stress. Fait que ça libère les endorphines, qui ont des propriétés à la fois calmantes et analgésiques. Fait que pour les gens qui écoutent de la musique à 432 Hz, il y a un sentiment de bien-être, ça l'aide à relaxer. Fait que, en même temps que l'effet d'anxiété et de stress est atténué, excusez, ça l'aide vraiment au développement, puis ça favorise justement le bien-être. OK, c'est super intéressant. Puis, il y a combien de jeunes qui peuvent participer à cet événement-là? Donc, on recherche à peu près en 10-12 jeunes pour vraiment là, les différentes disciplines qu'il va y avoir, parce que le slam aussi, tu sais, c'est une discipline qui est de plus en plus populaire depuis une couple d'années. Fait que lors de la parole, fait que, tu sais, je dirais une dizaine, 10-12 jeunes à peu près qu'on aimerait pouvoir recueillir le plus tôt possible. Là, au début, on avait mis une date limite, mais là, on l'a enlevé pour vraiment mettre l'accent pour pouvoir le plus tôt possible avoir des jeunes qui vont être coachés parce qu'on va des coachs pour chaque discipline. Fait qu'on va un coach pour la musique, pour la danse, on a même le yoga aussi. Qu'eux autres, ils vont accompagner, chapeauner ces jeunes-là pour vraiment les aider à jusqu'à le 12 août, qui est la Journée internationale de la jeunesse, dans le fond. Qui va être présenté au Champ Boisé. Fait ils vont pouvoir, avec les coachs, présenter un numéro ou une pièce, peu importe, qui sera conclu avec le coach. Fait que, puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'ils sont rémunérés. Fait que c'est vraiment, le but, c'est de les faire valoir, leur faire peut-être même découvrir un talent qu'ils ont, mais qu'ils n'osent pas trop développer à travers l'art de la scène. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Courville, pour toutes ces informations-là. Puis, ben, on souhaite que les jeunes soient au rendez-vous là, pour le 12 août prochain. Excellent comme ça. Merci. Merci à toi. Est-ce que